Nous sommes épuisés par le concours de ta sœur, m'a écrit maman. J'ai répondu, reposez-vous bien. Ils ne savaient pas que je recevais un César ce soir-là. Quand ils ont vu la vidéo en ligne. Les appels n'ont plus cessé. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 31 ans, et j'ai grandi en croyant que la lumière des projecteurs appartenait à tout le monde sauf à moi. Ma sœur portait des couronnes, posait pour les photographes et remplissait chaque pièce d'applaudissements, tandis que je restais derrière le rideau, tenant des scénarios que personne ne se souciait de lire. Pendant des années, je me suis dit que je n'étais peut-être pas faite pour briller, que ma place était de faire scintiller les autres. Mais dimanche soir dernier, sous les lumières dorées du Grand Rex, quelque chose a changé. J'ai marché sur scène en tremblant et j'ai tenu un César dans mes mains. Pas pour la beauté, pas pour la perfection, mais pour des mots qui n'avaient vécu que dans l'ombre. Et alors que le monde applaudissait, le seul son que j'entendais était le silence. Le silence de ceux qui n'avaient jamais cru que je pouvais être vu. Car dans cette histoire, vous verrez comment la douleur peut se transformer en raison d'être et comment même la voix la plus douce peut illuminer toute une pièce. Je me souviens encore de la première fois où j'ai réalisé que le monde à l'intérieur de notre maison tournait autour de quelqu'un d'autre. Ma sœur Léa venait d'avoir 8 ans, et mes parents lui avaient organisé une fête d'anniversaire sur le thème des concours de beauté dans notre jardin. Des rubans roses pendaient à chaque arbre. Une petite scène avait été construite avec des palettes en bois, et tous les voisins étaient invités. J'avais 6 ans, assise en tailleur sur l'herbe, tenant le caméscope que papa m'avait donné, pour que tu puisses aider à filmer le grand jour de ta sœur. Je me souviens comment il l'a dit avec fierté, la voix légère, presque dédaigneuse, comme si mon but ce jour-là était de m'assurer que la lumière sur Léa ne faiblisse jamais. À partir de là, c'est devenu un schéma que je pouvais tracer chaque année, chaque fête, chaque photographie accrochée dans le couloir. Il y avait toujours Léa, souriante, rayonnante, couronnée, et quelque part sur le bord du cadre, il y avait moi, la figurante anonyme, l'assistante, celle qui allait chercher de l'eau, épinglait les robes, tenait le miroir. Lors des dîners de famille, le schéma se poursuivait. La table à la maison était assez longue pour 8, mais d'une manière ou d'une autre, je finissais toujours sur la chaise pliante au bout, celle qui grinçait si on bougeait trop. Ma mère disait que c'était parce que Léa a besoin de s'asseoir près de la lumière pour son teint. Et j'hochais la tête, prétendant ne pas remarquer comment l'ampoule projetait une lueur dorée sur tout le monde et laissait ma place dans l'ombre. À Noël, les cadeaux sous le sapin venaient toujours par paires. Une grande boîte enveloppée dans du papier scintillant avec le nom de Léa soigneusement écrit en cursive, et une plus petite boîte unie avec mon nom griffonné par l'écriture hâtive de mon père. Parfois, la deuxième boîte n'était même pas là. « Tu es plus grande maintenant », disait ma mère. « Tu n'as pas besoin de jouets. Tu devrais m'aider à mettre la table. » Cette phrase, « aider à mettre la table », est devenue mon rôle tacite. Pendant que les autres riaient et mangeaient, je débarrassais les assiettes, remplissais les verres, essuyais les miettes que personne d'autre ne voyait. Je me disais que ce n'était pas grave. J'étais utile, mais au fond de moi, je savais ce que cela signifiait. J'étais celle qui servait, pas celle qui était célébrée. Il y a eu un grand dîner de famille où j'ai essayé de changer ça. J'avais écrit un poème à l'école qui avait remporté un petit prix régional, juste un certificat plastifié et un ruban, mais pour moi, c'était magique. J'ai passé tout le trajet en voiture à répéter les vers, espérant le lire à voix haute après le dîner. Quand le dessert a été servi, j'ai pris une grande inspiration, je me suis levé et j'ai commencé. Pour les cœurs silencieux qui attendent, mais avant que je puisse finir la première strophe, maman m'a interrompu. « Ma chérie, peux-tu te décaler ?» Léa essaie de montrer son nouveau diadème à grand-mère. La table a éclaté d'un rire poli, et je me suis figé, mon ruban glissant de mes doigts, disparaissant sous la nappe. Ce moment s'est gravé en moi comme une cicatrice. Même quand j'avais trouvé ma voix, personne ne voulait l'entendre. Le favoritisme n'était pas cruel de manière bruyante et évidente. Il était silencieux, constant, tissé dans l'air que nous respirions. Quand Léa a participé à son premier concours local, la maison s'est transformée en loge. Chaque surface scintillait de sequins, chaque miroir était embué de laque. Je me souviens être assise par terre, découpant des images de magazines pour faire un tableau d'inspiration pour mon idée de film, une histoire sur 2 sœurs, l'une vue, l'autre invisible. Ma mère s'est penchée, a regardé le désordre de papier et de colle, et a souri faiblement. « C'est mignon, ma chérie, mais n'oublie pas, les jolies filles vont plus loin dans la vie. » Elle l'a dit comme une blague, mais ça a atterri comme une prophétie. Cette nuit-là, j'ai fixé mon reflet dans la fenêtre sombre,
me demandant ce que joli signifiait. Mon visage ressemblait à celui de mon père, des yeux sérieux, des lèvres fines, une peau qui brûlait facilement, pas le genre de beauté pour les concours. Alors, je me suis détourné du miroir pour me tourner vers mes carnets. Si je ne pouvais pas être vu, peut-être que je pouvais créer quelque chose qui le serait. J'ai commencé à écrire de petits scénarios au dos de mes devoirs de maths, volant les vieilles poupées de ma sœur pour jouer des scènes. J'empruntais le téléphone de papa pour tourner de minuscules vidéos, floues, tremblantes, mais pleines d'imagination. J'écrivais sur des filles qui fuyaient leur petite ville, des femmes qui construisaient des choses auxquelles personne ne croyait. Parfois, j'essayais de montrer à mes parents. C'est bien, marmonnait papa sans lever les yeux de la télé. Mais Léa a un grand spectacle le week-end prochain. Peut-être que tu pourras le filmer pour elle à nouveau. Au fil des ans, la distance s'est creusée. Je suis devenu la fille derrière la caméra, derrière le rideau, derrière les applaudissements. Je riais quand ils riaient, j'applaudissais quand ils applaudissaient, et je disparaissais quand les projecteurs s'allumaient. Il m'appelait si souvent la sœur de Léa que j'ai commencé à me présenter de cette façon aussi, juste pour rendre les choses plus faciles. Mais dans les heures calmes après que tout le monde soit allé se coucher, je sortais mon carnet usé et j'écrivais à la lueur jaune de ma lampe de bureau. Ces pages étaient ma rébellion, ma voix secrète. Je ne le savais pas alors, mais chaque mot que j'écrivais était un petit acte de survie, une façon de me rappeler que même si personne ne me voyait, j'étais toujours là. Ma chambre était à peine assez grande pour un lit, un bureau en bois et une seule étagère remplie de carnets cornés. Mais pour moi, c'était un monde à part. La porte ne fermait pas à clé. Pourtant, dès qu'elle se fermait, le bruit de la maison, le bourdonnement constant du sèche-cheveux, le clic métallique des talons hauts, le rire répété que ma mère utilisait chaque fois que ma sœur entrait dans une pièce, s'évanouissait. À l'intérieur de mon petit sanctuaire, l'air sentait le papier, le café et la légère chaleur de la lampe de bureau jaune qui grésillait quand elle devenait trop chaude. Cette lampe est devenue ma lune. Chaque nuit, elle éclairait le même rituel. Moi, penché sur le bureau, un crayon entre les doigts, essayant de piéger les mots avant qu'ils ne s'enfuient. Par terre, des piles de scénarios à moitié terminés formaient comme des villes miniatures. Chacun était une tentative ratée de construire un monde où quelqu'un comme moi comptait. J'avais un vieux caméscope de papa, un qu'il avait abandonné après que l'objectif se soit fissuré. Je l'ai réparé avec du ruban adhésif transparent et une prière. Il ne pouvait pas faire la mise au point correctement, mais ce n'était pas nécessaire. C'était mon complice silencieux. Je le posais sur une pile de manuels scolaires, jouais de petites scènes devant le miroir, une femme quittant sa maison, une fille se disputant avec son reflet, une mère s'excusant trop tard, puis je regardais l'enregistrement image par image, essayant de comprendre pourquoi certains moments semblaient vivants et d'autres non. C'était ma version de l'entraînement pour les concours, sauf qu'il n'y avait pas de couronne à la fin, juste la satisfaction d'avoir réussi une réplique. La plupart des nuits, j'écrivais jusqu'à ce que ma main ait des crampes. Quand je vérifiais enfin mon téléphone, il était 2 ou 3 heures du matin. La maison était sombre, à l'exception du filet de lumière sous ma porte. Parfois, ma sœur frappait sur le mur en guise d'avertissement. Éteins ce truc. J'ai une répétition tôt demain. Je chuchotais désolé, éteignais la lampe et continuais d'écrire sous la lueur de mon écran. Le son de sa machine à bruit blanc à travers le mur est devenu mon métronome. À 17 ans, j'avais un dossier intitulé Soumission. Il était rempli d'espoir et de rejet. Je participais à des concours de scénario, de petits festivals de cinéma, des ateliers en ligne. Les réponses revenaient toujours les mêmes, merci pour votre soumission, mais nous avons décidé de prendre une autre direction. Parfois, ils ne répondaient pas du tout. J'imprimais les emails de rejet, les épinglais au-dessus de mon bureau en une grille soignée. Je voulais les voir non pas comme des échecs, mais comme la preuve que je frappais au moins à la porte d'un monde qui ne savait pas encore que j'existais. La seule personne qui semblait me voir était ma grand-mère. Elle vivait à 2 villes de là et passait ses après-midi à regarder de vieux films en noir et blanc sous-titrés. Quand je lui rendais visite, elle baissait le volume et disait « Écoute cette réplique. Tu entends comment elle résonne ?» Elle a été la première personne à me dire que le silence pouvait parler plus fort que le dialogue. Une fois, je lui ai montré un court scénario que j'avais écrit sur 2 sœurs qui s'aimaient mais ne savaient pas comment le dire. Elle l'a lu lentement, son doigt traçant les phrases. Et puis elle a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, « Ta voix n'a pas besoin d'une couronne, ma chérie. Elle a besoin d'une pièce qui écoute. » Je ne l'ai pas réalisé alors, mais elle me donnait la permission que j'avais désirée toute ma vie.
À l'école, j'ai trouvé un autre allié silencieux, Monsieur Durand, mon professeur de littérature. Il me prêtait des livres que personne d'autre dans la classe ne lisait, Proust, Camus, Simone de Beauvoir. Il encerclait mes dissertations à l'encre rouge, non pas pour corriger, mais pour me mettre au défi. Creuse plus profondément. Ne me dis pas ce que tu ressens. Montre-le-moi. Quand je lui ai dit que mes parents voulaient que je me concentre sur quelque chose de pratique, il a souri et a dit « Le monde fonctionne grâce aux histoires, Amélie. Ils ne le savent juste pas encore tous. » Pourtant, la solitude ne m'a jamais quitté. Chaque fois que j'envoyais un scénario par la poste ou que je cliquais sur « Soumettre », j'imaginais un lecteur sans visage quelque part, levant les yeux au ciel avant de le supprimer. J'imaginais mes mots se dissoudre dans un vide numérique pendant que ma sœur se tenait sur de vraies scènes, entourée de vrais applaudissements. Parfois, je la détestais pour la facilité avec laquelle elle recevait ce pourquoi je travaillais si dur, l'attention. Mais la plupart du temps, je me détestais de le vouloir encore. La nuit avant la remise des diplômes, je suis resté éveillé à écrire un scénario de court-métrage intitulé La fille de l'ombre. Il parlait d'une fille qui ne pouvait exister que lorsque personne ne la regardait directement. Au matin, mes yeux brûlaient de manque de sommeil, mais je me sentais vivante. Je me suis fait une promesse alors, pas à voix haute, juste dans l'espace entre deux battements de cœur. Un jour, la lumière des projecteurs me trouverait. Non pas parce que je la poursuivrais, non pas parce que je la mendirais, mais parce que mes mots l'exigeraient. Ce vœu m'a porté à travers les années qui ont suivi. Chaque rejet, chaque moment où je suis resté sur la touche à regarder quelqu'un d'autre être adoré, je me le répétais comme une prière. Je construirai ma propre scène, ma propre lumière, ma propre place. Je ne savais pas combien de temps cela prendrait ni ce que cela coûterait, mais je savais ceci, j'en avais fini d'attendre que quelqu'un me tende une couronne. J'allais plutôt graver mon nom au générique. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, elle ne semblait même pas réelle au début. L'enveloppe était fine, sans prétention, pas le genre de papier que l'on s'attend à voir transporter un miracle. Mais à l'intérieur, c'était là. Félicitations. Vous avez reçu une bourse complète pour le programme de scénarisation de la FEMI. J'ai tenu la lettre à deux mains, la relisant tellement de fois que l'encre a failli baver. J'avais réussi. Après des années à écrire en secret, à rassembler des mots comme de la petite monnaie, quelqu'un m'avait enfin vu. J'ai dévalé les escaliers, essoufflé, agitant la lettre comme un drapeau. Ma mère a levé les yeux de la coiffure de ma sœur et a froncé les sourcils comme si j'avais interrompu quelque chose de sacré. La FEMI ? C'est à Paris, a-t-elle dit, le ton plat. C'est si loin et si cher. Tu sais que ta sœur se prépare pour le concours national. On ne peut pas courir partout pour t'aider à déménager. Mon père a ajouté sans lever les yeux de son journal. C'est juste des trucs de cinéma, non ? Tu peux faire ça en ligne. Je suis resté là, la lettre tremblant dans ma main, réalisant qu'il n'avait même pas entendu le mot bourse. J'ai essayé d'expliquer que les frais de scolarité étaient couverts, que c'était l'un des meilleurs programmes du pays, que c'était la porte à laquelle je rêvais de frapper. Mais ma mère a juste soupiré. Tu choisis toujours le chemin le plus difficile, Amélie. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Léa ? Elle sait ce qu'elle veut, et c'est juste ici. Ces mots ont frappé comme un verdict silencieux. L'ambition était admirable chez ma sœur, mais gênante chez moi. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises seul. Grand-mère a appelé pour dire qu'elle était fière que j'ai enfin trouvé ma voie. N'attends pas que quelqu'un t'applaudisse, a-t-elle dit doucement. Continue simplement d'avancer. Paris n'avait rien à voir avec les films. Mon premier appartement était un studio partagé avec deux autres étudiants, tous deux fauchés et surcaféinés. Mon coin était un canapé lit qui sentait légèrement l'expresso et le nettoyant pour sol. Le jour, je travaillais comme serveuse dans un café du Marais, mémorisant les commandes des habitués, et économisant chaque pourboire pour le loyer. La nuit, je faisais des stages sur des plateaux de tournage, pas ce glamour de l'industrie, mais des publicités à petit budget où je transportais du matériel, étiquetais des bouteilles d'eau et restais des heures dans la chaleur, prétendant ne pas m'en soucier quand les gens me bousculaient comme si j'étais invisible. Pourtant, j'écrivais. Peu importe ma fatigue, je m'obligeais à écrire 5 pages par jour. Parfois, c'était du non-sens, parfois juste des descriptions de sons ou de sentiments, mais je les écrivais quand même. Les mots sont devenus mon encre. L'argent manquait toujours. Je survivais avec des nouilles instantanées, des sandwichs de station-service et le café gratuit du travail.
Mes mains étaient constamment collantes de mousse de lait. Mon dos était endolori d'avoir soulevé des caisses d'eau en bouteille. Mais chaque email de rejet, chaque service qui se terminait à minuit, chaque appel manqué de la maison me rappelait pourquoi j'étais là, pour gagner une voix qui ne pouvait être ignorée. Une fois, ma sœur m'a envoyé une photo de sa répétition de concours, souriant sous des lumières de scène scintillantes. Sa légende disait « J'y suis presque ». Je l'ai regardé un long moment, puis je suis retourné à mon scénario. Je n'avais pas de paillettes ni de scènes, mais j'avais des histoires. Cela devrait suffire. À mon deuxième semestre, un professeur a annoncé que le cours d'écriture avancée organiserait une lecture de scénario pour les étudiants sélectionnés, une chance d'entendre des acteurs professionnels lire notre travail à voix haute. Mes mains tremblaient en soumettant mon scénario, un drame tranquille sur deux sœurs qui s'éloignent. Quand j'ai vu mon nom sur la liste, j'ai cru à une erreur. Le jour de la lecture, je suis arrivé en avance, le cœur battant. La salle de classe était petite, les murs bordés de chaises pliantes. Les acteurs sont entrés, des gens que je n'avais vus que dans des films d'étudiants, et ont commencé à lire mes mots. Les entendre prononcer des répliques que j'avais écrites dans la pénombre de mon appartement était surréaliste. Mon pouce est accéléré comme si j'étais en coulisses avant un spectacle, attendant un signal qui ne venait jamais. Quand la lecture s'est terminée, la salle a applaudi poliment. Le professeur a souri. « Bon travail, Amélie. Vous avez l'oreille pour l'honnêteté. » C'est tout ce qu'il a dit, mais j'ai eu l'impression d'une standing ovation. Je suis rentré chez moi ce soir-là, les lumières de la ville se déversant sur mon chemin, le bruit de la circulation bourdonnant comme des applaudissements que seul moi pouvais entendre. Pour une fois, je n'étais pas la fille assise au bout de la table. J'avais construit la mienne, même si ce n'était qu'un cercle de chaises pliantes, même si personne ne connaissait encore mon nom. Pourtant, quand j'ai appelé à la maison pour partager la nouvelle, ma mère a à peine marqué une pause avant de dire « C'est bien, ma chérie. Mais as-tu vu les dernières photos de ta sœur? Elle est encore dans le journal. » J'ai fixé mon téléphone, l'excitation s'estompant, remplacée par la même douleur silencieuse que je portais depuis l'enfance. Mais cette fois, je ne l'ai pas laissé m'arrêter. J'ai raccroché, allumé mon ordinateur portable et ouvert une nouvelle page blanche. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier avant que je murmure la promesse que je m'étais faite des années auparavant. Un jour, la lumière viendra de ce que j'écris. Puis j'ai commencé à taper. La première véritable opportunité s'est présentée déguisée en chaos. Un camarade de l'école de cinéma, Antoine, a appelé un soir alors que j'essuyais les machines à expresso après un double service. « Amélie, dit-il, essoufflé. Je tourne un court-métrage à micro-budget ce week-end. Le scénariste a planté. J'ai besoin d'un scénario, quelque chose de petit, de réel, de pas cher. » J'ai ri parce que tout dans ma vie était déjà petit, réel et pas cher. Pourtant, j'ai sorti mon carnet pendant ma pause de 10 minutes, griffonné une histoire de 5 pages sur une fille attendant sa mère sur un parking, et je la lui ai envoyée avant la fin de mon service. Il m'a répondu par SMS à 2 heures du matin. On tourne ça demain. Nous avons filmé derrière un centre commercial abandonné, sous des néons bourdonnants. Les acteurs étaient des amis d'amis, l'équipe une poignée d'étudiants privés de sommeil. Nous avons emprunté un projecteur au département théâtre et l'avons alimenté avec un générateur qui toussait plus fort que les dialogues. Mon travail consistait à tout faire, script, assistante réalisatrice, ingénieur du son, et même traiteur. Je me souviens tenir une perche d'une main tout en remuant des nouilles instantanées dans un gobelet en polystyrène de l'autre. C'était absurde et parfait. Quand la caméra a tourné, quelque chose en moi s'est apaisé. Le parking scintillait sous la lumière. L'actrice a chuchoté les répliques que j'avais écrites au dos d'un reçu, et pendant un instant, le monde a eu un sens. Après le tournage, nous avons monté le film dans le salon d'Antoine sur un ordinateur portable emprunté. Le film final durait 10 minutes et avait coûté moins de 200 €. Nous l'avons intitulé Ligne blanche, d'après les faibles bandes qui divisaient l'asphalte fissuré. Quelques mois plus tard, Antoine l'a soumis à un petit festival de cinéma à Biarritz, un de ces événements de second rang qui acceptait presque tout. Nous l'avions oublié jusqu'à ce qu'un email arrive. Sélection officielle. Nous y sommes allés dans sa berline déglinguée, dormant dans la voiture, vivant de bars de céréales et de cafés de station-service. Le soir de la projection, peut-être 30 personnes remplissaient la salle, des locaux, quelques critiques, une poignée de cinéastes comme nous. Quand les lumières se sont éteintes et que le carton de titre est apparu, j'ai serré mes genoux si fort que mes ongles ont laissé des croissants dans ma peau.
le projecteur vacillait, le son crépitait, mais quand la dernière scène s'est estompée au noir, la salle est restée silencieuse un instant avant d'applaudir. Pas des applaudissements tonitruants, pas de standing ovation, juste des applaudissements doux et réguliers, le genre qui semblait vrai. Après, une femme m'a approché, une critique de cinéma plus âgée qui écrivait pour un petit magazine en ligne. Elle a dit, cette histoire. Elle est silencieuse, mais elle reste. Vous avez quelque chose. Je ne savais pas quoi répondre. Je l'ai juste remerciée et je suis sorti dans l'air froid du désert, regardant un ciel parsemé d'étoiles qui semblait plus proche qu'elle ne l'avait jamais été en ville. Le lendemain matin, Antoine m'a réveillé en me secouant, tout sourire. On a gagné quelque chose. J'ai cligné des yeux devant l'écran de son téléphone. Prix du public, catégorie court-métrage. Ce n'était pas grand-chose, un certificat et un chèque de 200 €, mais j'avais l'impression qu'on venait de me tendre une couronne de lumière. J'ai posté une seule photo sur les réseaux sociaux, une photo floue de moi tenant le certificat devant le cinéma, les cheveux en désordre, les yeux à moitié fermés. En quelques minutes, ma mère a répondu avec un emoji cœur, puis a immédiatement envoyé une autre photo, ma sœur Léa sur scène avec une écharpe sur la poitrine, tenant un bouquet de roses. Sa légende disait, fier de toi, Léa. Tu es celle qui brille le plus. La conversation de groupe familial a été inondée de félicitations pour elle. Pour moi, le silence. J'ai posé le téléphone face contre table et l'ai laissé vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ce soir-là, je me suis assise seule dans le hall du motel, parcourant le site web du festival. Dans une petite section sous au temps fort, j'ai vu mon nom, Amélie Dubois, scénariste. Ce n'était pas en gras. Ce n'était pas grand, mais c'était là. Mon nom, visible pour des inconnus. C'était comme de l'oxygène. J'ai pris une capture d'écran et l'ai envoyée à grand-mère. Quelques minutes plus tard, elle a répondu, je savais que tes mots trouveraient leur pièce. Quand nous sommes retournés à Paris, la critique de cette même critique est apparue en ligne. Ce n'était que 3 paragraphes, mais la dernière ligne m'a figé. Ligne blanche révèle une conteuse qui n'a pas peur du silence. Retenez ce nom, Amélie Dubois. C'était la première fois qu'un étranger disait mon nom par écrit, sans être suivi de la sœur de Léa, sans être en note de bas de page sous le succès de quelqu'un d'autre. Juste moi. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email d'une productrice indépendante nommée Maya Leclerc. Elle écrivait, j'ai vu votre court-métrage à Biarritz. Parlons-en. Votre voix est différente. J'ai cru que c'était un spam jusqu'à ce qu'elle appelle. Vous écrivez les femmes comme si elles avaient vécu 1000 vies, a-t-elle dit. C'est brut. Nous développons un long métrage à petit budget. Je veux que vous l'écriviez. Pouvez-vous développer une ligne blanche en un scénario complet? J'ai failli laisser tomber le téléphone. Personne n'avait jamais utilisé « je veux » et « vous » dans la même phrase comme ça auparavant. Oui, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Je peux. Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouveau document, l'ai intitulé « La distance entre nous » et j'ai fixé le curseur clignotant. Je n'avais ni agent, ni expérience, ni confiance, mais j'avais des histoires, des milliers, empilées comme des bougies non allumées. Et enfin, quelqu'un me tendait une allumette. Pendant que je travaillais sur le projet, mes parents appelaient de moins en moins. Quand ils le faisaient, c'était généralement à propos de Léa. Elle s'entraîne pour les championnats nationaux maintenant, a dit maman une fois, la voix fière et fatiguée. Elle devient vraiment quelqu'un. Je voulais dire, moi aussi. Mais à la place, j'ai juste souri et demandé si elle avait vu la critique. Elle ne l'avait pas vue. J'ai réalisé alors que j'avais cessé de m'attendre à ce qu'ils le fassent. Pour la première fois, je n'avais pas besoin de leurs applaudissements pour connaître ma valeur. J'avais des inconnus dans des salles obscures qui restaient après le générique. J'avais le bourdonnement du projecteur, le poids de mes propres mots remplissant le silence. Ma première percée n'était pas du genre qu'ils reconnaîtraient. Pas de diadème, pas d'écharpe, pas de projecteur. Mais pour moi, c'était tout. C'était la preuve que même dans la plus petite des pièces, même sous une lumière empruntée, je pouvais encore faire écouter le monde. Le long métrage que j'ai écrit pour Maya a pris près d'1 an à finir. Une année d'insomnie, de plats à emporter bon marché et de réécriture de scènes jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Nous l'avons appelé « La distance entre nous », une histoire silencieuse sur des femmes qui se réapproprient leur voix après des années de mépris. Une histoire dont je n'ai réalisé qu'elle parlait de moi qu'à la dernière ligne.
Nous l'avons tourné avec des caméras empruntées, sous des néons vacillants, en utilisant de vrais appartements et supermarchés comme décor. J'ai passé de longues nuits sur le plateau à réécrire des dialogues pendant que l'équipe rangeait les câbles. Et à l'aube, nous nous blottissions autour des moniteurs avec des gobelets en polystyrène de café, regardant les rushs en silence. Quand le film a finalement été terminé, nous ne nous attendions pas à grand-chose, mais une petite plateforme de streaming l'a acquis, non pas pour la gloire, mais pour sa voix féminine authentique. C'était surréaliste de voir mon nom apparaître à l'écran, écrit par Amélie Dubois. Le générique a défilé, mon nom minuscule mais visible, brillant doucement dans le coin de la télévision. Je l'ai regardé seul, assise en tailleur sur le sol de mon appartement, une boîte de pizza à côté de moi, des larmes coulant sans permission. Pas de fête, pas de champagne, juste une petite chambre louée et le son de mon cœur battant au rythme du générique de fin. Pour la première fois de ma vie, j'avais construit quelque chose de permanent, quelque chose qui ne pouvait pas être couvert par des paroles ou oublié. Le film a tranquillement trouvé son public. Quelques critiques en ligne l'ont qualifié de brut et introspectif. Des femmes m'ont écrit sur les réseaux sociaux des mères, des filles, des gens qui disaient avoir pleuré parce qu'ils se voyaient dans ces personnages. J'ai répondu à chaque message, non pas en tant que scénariste, mais comme l'une d'entre elles, quelqu'un qui était encore en train de guérir. Je me suis dit que je n'avais plus besoin de la validation de ma famille. C'était l'histoire que je continuais à me répéter, comme un mantra auquel je n'étais pas sûr de croire. Puis est venue la réunion de famille. Cela faisait près de 2 ans que je ne les avais pas tous vus ensemble. Ma sœur venait de remporter un titre national, et mes parents organisaient un petit dîner à la maison pour célébrer. J'ai pris l'avion pour la Bourgogne pour la première fois depuis des lustres, atterrissant dans un monde qui semblait inchangé. La même maison, les mêmes rideaux, la même légère odeur de lac. La salle à manger était habillée comme une salle de bal. Des nappes dorées scintillaient sous le lustre, et au centre se trouvait une grande photo encadrée de Léa portant sa nouvelle couronne, entourée de roses. Je suis entré en portant un petit cadeau, une copie DVD de mon film. Cela semblait stupide, mais je voulais le partager, même si ce n'était qu'un peu. Mon père m'a serré dans ses bras avec raideur. Ma mère m'a embrassé sur la joue comme si elle saluait une étrangère polie. « Tu as l'air fatigué ?» a-t-elle dit. « Le travail te tient occupé ?» J'ai hoché la tête. Léa est entrée dans la pièce dans une robe argentée, rayonnante comme si elle était éclairée de l'intérieur. Tout le monde s'est tourné vers elle en même temps, applaudissant, complimentant, gravitant autour d'elle. J'ai posé le DVD discrètement sur le coin de la table. Le dîner était une performance, les rires chorégraphiés, les questions dirigées uniquement vers ma sœur. Ils ont discuté de l'étiquette des concours, des stratégies d'interview, de la façon de maintenir sa posture sous pression. Quand ma tante m'a demandé sur quoi j'avais travaillé, j'ai souri et dit « Mon deuxième film est sorti sur Streamview le mois dernier. » Il s'agit de femmes qui redécouvrent leur voix après un traumatisme. Mon père a gloussé, agitant la main comme pour chasser une mouche. Ces choses sont difficiles à suivre. Des sujets lourds. Parlons de quelque chose de réel. Léa, parle-leur de ta prochaine compétition. La table s'est déplacée comme un projecteur qui se détourne, et le moment a disparu. Je suis restée assise là, la fourchette inactive, forçant un sourire pendant que la conversation dansait autour de moi. Léa a parlé de robes, de sponsors, de formation médiatique. Tout le monde hochait la tête, trinquait, s'interrompait avec enthousiasme. Je voulais disparaître, non par colère, mais par épuisement. Même après toutes ces années, j'étais toujours assise au bout de la table, la même chaise pliante grinçante de mon enfance, remplacée maintenant par quelque chose de plus élégant, mais tout aussi instable. La lumière du lustre ne m'atteignait pas tout à fait. Mon assiette reflétait son ombre terne. J'ai réalisé que j'avais poursuivi la même chose impossible toute ma vie, une place où je n'avais pas à mériter mon droit d'exister. Après le dîner, j'ai proposé de prendre une photo de groupe. « Tu as toujours les meilleurs angles », a dit ma mère en me tendant son téléphone. Je me suis tenu derrière l'objectif pendant qu'il s'arrangeait. Père au milieu, Léa devant, mère arrangeant ses cheveux. Ils ont souri pendant que je comptais à rebours. 3, 2, 1. Le flash a éclaté, les figeant dans une symétrie parfaite, une image de fierté et de succès. Mais quand j'ai regardé l'écran, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point je ressemblais au fantôme derrière l'appareil photo, la photographe invisible de sa propre famille. Plus tard dans la soirée,
je me suis éclipsé sur le porche pendant qu'il riait à l'intérieur. L'air d'automne sentait les feuilles humides et le métal froid. Je me suis assise sur les marches, serrant mes genoux, regardant mon souffle embuer l'air. À travers la fenêtre, je les ai vus lever à nouveau leurs verres. Le son de leur rire flottait à l'extérieur, étouffé par la vitre, mais toujours aussi immistakabli brillant. J'ai essayé de ressentir de l'envie, mais ce que j'ai ressenti à la place, c'était de la distance, pas seulement physique, mais cosmique. Nous étions à des années-lumière l'un de l'autre, parlant des langages différents du succès. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Maya, ma productrice. Vérifie tes emails. Il y a de l'intérêt d'une autre plateforme et un journaliste veut t'interviewer. J'ai fixé le message, mon reflet faible dans le verre sombre du téléphone. À l'intérieur, le toast familial a résonné à nouveau. Je me suis levé lentement, et brossé la terre de mon jean et ai souri pour moi-même. Cette nuit-là, alors que les rires s'estompaient derrière moi, j'ai compris quelque chose de tranquillement dévastateur mais libérateur. Parfois, le silence n'est pas la preuve de l'échec. C'est un espace pour que votre propre voix devienne plus forte. Je n'avais plus besoin d'être vu à cette table. J'étais déjà en train d'en construire une plus grande ailleurs, une histoire à la fois. Il était 5h12 du matin quand le téléphone a sonné. Le son a traversé l'obscurité comme un fil qui se rompt. J'ai failli l'ignorer, pensant que c'était juste un autre appel indésirable. Mais quand j'ai vu le nom de Maya clignoter à l'écran, je me suis redressé, le cœur battant. Sa voix est arrivée avant même que je puisse parler. Amélie, a-t-elle chuchoté, essoufflée. Tu es nommée. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle plaisantait. Une blague née de trop nombreuses nuits de montage. Quoi, ai-je demandé, la gorge sèche. Pourquoi? Il y a eu une pause, puis sa voix a éclaté en un rire et un sanglot tout à la fois. L'Académie. Pour le meilleur scénario original. La distance entre nous vient de faire la liste. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Mon esprit est devenu vide et tout ce que je pouvais entendre était le faible tic-tac de l'horloge au-dessus de mon lit. Je me suis adossé au mur, le plâtre frais pressant contre ma colonne vertébrale, et j'ai fixé le plafond comme s'il pouvait confirmer ce que je venais d'entendre. Un petit rayon de soleil commençait à percer à travers les stores, coupant la pile désordonnée de carnets sur mon bureau, les mêmes dans lesquels j'écrivais des années auparavant, assis sur cette chaise grinçante, essayant de me convaincre que les mots pouvaient suffire. J'ai chuchoté, à peine audible. J'ai réussi. Puis j'ai ri doucement, presque avec incrédulité. Après tous les rejets, les petits festivals, les dîners de famille silencieux, j'avais réussi. Maya a continué à parler, sa voix pleine d'excitation. Ils le rendront public dans 2 heures. Ne poste rien pour l'instant. Nous coordonnerons avec les relations publiques. Tu auras besoin d'un styliste, d'une robe. Nous nous occuperons des détails. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. D'accord, ai-je réussi à dire, mais gardons ça secret pour l'instant. Elle a hésité. Tu es sûr? C'est énorme, Amélie. Tout le monde le saura bientôt. J'ai fermé les yeux. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour respirer. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise là pendant un long moment, regardant la lumière s'intensifier sur le sol. Mon téléphone a commencé à vibrer de notifications alors que les pages de divertissement commençaient à mettre à jour leur liste. Des tweets, des articles, des publications, tous affichant mon nom à côté de films que j'avais étudiés et admirés pendant des années. Pourtant, au lieu de le crier au monde entier, je voulais le silence. Je n'ai rien posté, je n'ai appelé personne, pas même grand-mère, car au fond de moi, je savais ce qui arriverait si ma famille l'apprenait trop tôt, il le transformerait en une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. La sœur de Léa a eu quelque chose. Notre fille a écrit un film. Je crois que c'est compliqué. Non, je voulais que ce moment n'appartienne qu'à moi. Pour une fois, la lumière ne serait pas empruntée. Les jours précédant les Césars se sont écoulés dans un flou. Ma boîte de réception s'est remplie de demandes d'interviews, de calendriers d'événements, d'instructions de publicistes qui parlaient avec des phrases vives et polies. J'ai essayé de garder les pieds sur terre. Je préparais toujours mon café du matin, je marchais toujours jusqu'au petit parc près de mon appartement, j'écrivais toujours pendant 1 heure chaque jour. Quand la styliste m'a demandé quel genre de look je voulais pour la cérémonie, j'ai dit, simple, classique. Pas de paillettes, pas de traîne, pas de spectacle.
J'ai choisi une robe noire, aux lignes épurées, dos nu, élégante mais sobre. Le genre de robe qui ne criait pas pour attirer l'attention, mais qui lui faisait de la place quand elle arrivait. Maya a ri quand elle l'a vue. On dirait le calme avant la tempête, a-t-elle dit. J'ai souri. C'est peut-être exactement ce que je suis. 2 nuits avant la cérémonie, j'ai rencontré Madame Lambert, mon ancienne mentor de la FEMI. Elle avait été la première professeure à me dire que mes scénarios respiraient. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre dans son petit appartement rempli de livres et de bougies à moitié consumées. Elle était plus âgée maintenant, ses cheveux argentés rassemblés en un chignon lâche, sa voix plus douce mais toujours aussi vive. J'ai revu ton film la semaine dernière, a-t-elle dit en versant du thé dans des tasses ébréchées. C'est toujours la même vérité, silencieuse mais implacable. Je l'ai remerciée, ne sachant comment contenir l'ampleur de ce qu'elle m'avait donné toutes ces années auparavant. Quand je lui ai parlé de la nomination, elle n'a pas semblé surprise. Au lieu de cela, elle a souri de la façon dont on sourit quand quelque chose d'inévitable se produit enfin. Tu as marché vers ce moment depuis que tu es enfant, a-t-elle dit. Tu te souviens de ce que je t'ai dit à l'époque. J'ai secoué la tête. Que tu écrivais ton chemin vers ta place. Elle s'est penchée plus près, les yeux brillants. Eh bien, ce dimanche soir, tu la verras. Ta propre chaise avec ton nom dessus. Ne cherche pas ta famille dans le public. Ne cherche pas l'approbation. Assieds-toi simplement, prends une grande inspiration, et souviens-toi, cette fois, la lumière est à toi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, imaginant le théâtre, le tapis rouge, l'océan de flash. J'ai imaginé la place dont parlait Madame Lambert, une seule chaise avec une plaque indiquant Amélie Dubois. J'ai essayé d'imaginer ce que ce serait de descendre cette allée, d'entendre les applaudissements, de savoir que quelque part dans cette vaste salle, entourée des lumières les plus vives du monde, mon histoire avait creusé un espace que personne ne pouvait m'enlever. Le matin de la cérémonie, Paris scintillait sous un dimanche parfait et indifférent. Je me tenais devant le miroir, attachant les petites boucles d'oreilles en perles que grand-mère m'avait données des années auparavant. La robe noire m'enveloppait comme une confiance que je n'avais pas encore appris à maîtriser. Maya est arrivée avec son équipe, offrant des conseils de dernière minute, son téléphone vibrant sans arrêt. Prête, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Autant que je puisse l'être. Quand la voiture s'est arrêtée devant le Grand Rex, une vague de son a déferlé vers nous, le bourdonnement des photographes, des journalistes, le rythme des applaudissements résonnant sur les murs de marbre. En sortant, les flashs ont explosé comme des éclairs. Pendant un instant, je me suis figé. Puis, quelque part derrière moi, j'ai entendu la voix de Madame Lambert dans ma tête. Ne les cherche pas, cherche ta place. Je l'ai remerciée, ne sachant comment contenir l'ampleur de ce qu'elle m'avait donné toutes ces années auparavant. Quand je lui ai parlé de la nomination, elle n'a pas semblé surprise. Au lieu de cela, elle a souri de la façon dont on sourit quand quelque chose d'inévitable se produit enfin. Tu as marché vers ce moment depuis que tu es enfant, a-t-elle dit. Tu te souviens de ce que je t'ai dit à l'époque? J'ai secoué la tête. Que tu écrivais ton chemin vers ta place. Elle s'est penchée plus près, les yeux brillants. En coulisses, tout vibrait d'un chaos silencieux. Les régisseurs chuchotaient dans leurs casques, leur voix sèche et calme. 2 minutes avant le signal. Gardez l'allée libre. Où est le prochain présentateur? Des assistants se dépêchaient de passer devant moi avec des presse-papiers et des badges qui se balançaient. Des maquilleurs faisaient des retouches de dernière minute. Quelqu'un a trébuché sur un câble et a ri nerveusement. Je suis resté immobile au milieu du tourbillon, serrant la petite pochette dans mes mains, mon cœur battant trop vite pour suivre ma respiration. Maya m'a serré le bras. Souviens-toi de ce qu'a dit Lambert, a-t-elle chuchoté. Trouve ta place. Elle t'attend. La cérémonie a commencé dans un flou de lumière. L'orchestre a enflé. Le présentateur a fait des blagues auxquelles tout le monde a ri à moitié. Les noms et les visages défilaient dans une brume dorée. Ma catégorie était quelque part vers le milieu de la soirée. Meilleur scénario original. Je connaissais l'ordre par cœur. J'avais étudié le déroulement de manière obsessionnelle. 23 catégories, 3 heures, une chance. Quand la remise de prix précédente s'est terminée, un technicien de scène a fait signe à mon groupe de nominés de s'aligner à l'entrée latérale. Mes jambes semblaient plus lourdes que jamais. Je pouvais entendre des applaudissements étouffés de l'autre côté du rideau, comme des vagues s'écrasant au loin.
La voix du présentateur résonnait faiblement dans les haut-parleurs. Et maintenant, les nommer pour le meilleur scénario original. L'écran derrière la scène a commencé à diffuser des extraits, un d'un film de guerre, un autre d'une comédie noire, puis un petit moment silencieux de la distance entre nous. 2 femmes assises sur un porche. La lumière du soleil se déversant entre elles, le son du vent remplissant le silence. Mon souffle s'est coupé. Je me souvenais avoir écrit cette scène à 2 heures du matin, en mangeant des céréales sèches, me demandant si quelqu'un la verrait un jour. Maintenant, elle était projetée à travers le monde. La voix du présentateur a égrené les noms un par un jusqu'au mien, Point et Amélie Dubois pour la distance entre nous. Le son des applaudissements s'est élevé, doux mais réel. Pendant une seconde, tout s'est brouillé. Mes mains tremblaient contre le tissu de soie de ma robe. La lumière de la caméra s'est tournée vers moi, rouge et inflexible. J'ai souri instinctivement, un sourire petit et incertain, tandis que le monde voyait la femme que j'avais construite à partir de la fille que personne n'applaudissait. Puis vint la pause, cette seconde éternelle entre la nomination et le destin. Le présentateur tenait l'enveloppe dorée, savourait le silence, le public se penchant en avant comme si la gravité elle-même avait basculé. Mon oui s'est atténué. Tout ce que je pouvais enregistrer, c'était mon rythme cardiaque, régulier et sauvage. La carte a été ouverte. Le souffle de tout le théâtre suspendu en l'air. Et le César est attribué à un battement de cœur. Puis, Amélie Dubois pour la distance entre nous. Je n'ai pas bougé au début. Mon corps refusait d'y croire. Les gens autour de moi se levaient, applaudissaient. Maya me secouait les épaules, riant à travers ses larmes. Je me suis levé lentement, le monde devenant soudainement trop lumineux. L'orchestre a joué son signal, triomphant et étourdissant. J'ai descendu l'allée, les lumières explosant autour de moi comme des lucioles. Les visages se tournaient à mon passage, familiers, distants, irréels. Le tapis sous mes talons semblait plus doux qu'il n'aurait dû, presque comme de l'air. Au bas des marches, un homme en smoking m'a tendu la main, me guidant vers la scène. Tout le reste a disparu, le bruit, le public, même les caméras, jusqu'à ce qu'il ne reste que moi et cette lueur impossible qui attendait au pupitre. Le présentateur m'a remis la statuette. Le métal était chaud, plus lourd que je ne l'attendais, comme si chaque histoire que j'avais jamais écrite s'était condensée en ce seul poids doré. Mes mains tremblaient, et j'ai dû la tenir des 2 mains pour ne pas la laisser tomber. Le microphone se dressait devant moi et, au-delà, une mer de visages, une lumière sans fin, un silence assez tranchant pour couper. Je pouvais entendre ma propre respiration. J'ai pensé au parking où nous avions tourné les lignes blanches, aux nuits au comptoir du café, à la chaise pliante à la table de ma famille. J'ai pensé à ma grand-mère, à Madame Lambert, à cette promesse murmurée à personne d'autre qu'à moi-même. Quand j'ai commencé à parler, ma voix est sortie plus petite que je ne l'attendais. Tremblante, intime, réelle. Je n'ai jamais été la plus bruyante de la pièce, ai-je dit. J'ai grandi en regardant les autres prendre la lumière, croyant que peut-être certains d'entre nous étaient juste destinés à rester derrière la caméra, derrière le rideau, derrière les applaudissements. Mais j'ai appris quelque chose. Ma gorge s'est nouée, mais j'ai continué. Pour chaque enfant qui a été relégué au bout de la table, à qui on a dit de se taire, à qui on a dit que son histoire n'avait pas d'importance. Racontez-la quand même. Construisez votre propre table. Racontez-la quand même. Le public était silencieux. Pendant un instant, j'ai pensé que j'en avais trop dit, ou pas assez. Et puis les applaudissements sont venus, profonds et roulants, m'enveloppant comme de la chaleur. J'ai souri à travers des larmes que je n'avais pas réalisé couler. L'orchestre a commencé à jouer la musique de sortie. En me tournant vers les coulisses, j'ai regardé la statuette une dernière fois. Sa surface dorée reflétait la lumière d'une manière qui la faisait paraître vivante, vacillante, pulsante, respirante. En coulisses, les gens applaudissaient, se prenaient dans les bras, prenaient des photos. Maya m'a attrapé par les épaules, les yeux brillants. « Tu l'as fait, Amélie. Tu l'as vraiment fait. » J'ai ri, essoufflé. Je ne sens toujours pas mes jambes. Elle a souri. Bien. Ça veut dire que c'est réel. Des journalistes s'alignaient près du rideau, microphone prêt, mais je n'étais pas prête à parler à nouveau. Je me suis éclipsé dans un coin tranquille près du couloir de service où le bruit s'est atténué en un doux bourdonnement. Mes mains tremblaient encore. J'ai ouvert mon téléphone instinctivement, peut-être par habitude,
peut-être par espoir. L'écran s'est allumé. Il y avait des centaines de messages, des journalistes, des camarades de classe, d'anciens professeurs, des inconnus, même la critique de ligne blanche. Mais en faisant défiler plus bas, j'ai trouvé ce que je cherchais. La conversation de groupe familial. Le dernier message datait de 3 jours, de maman. Nous sommes si fatigués après le concours de ta sœur. On a besoin de repos. Ne nous attends pas en dessous, un simple pouce levé de papa. C'était tout. Pas de nouveaux SMS, pas d'appel. Pas de « nous sommes fiers de toi ». Juste le silence. J'ai fixé l'écran, la lueur vive se reflétant dans mes yeux embués de larmes. Et pour la première fois de ma vie, le silence ne faisait pas mal. Il confirmait simplement ce que je savais déjà. Leur table, leur lumière, leurs applaudissements n'avaient jamais été à moi de gagner. J'ai verrouillé le téléphone, l'ai posé face contre table et j'ai pris une profonde inspiration. De l'autre côté du rideau, le spectacle continuait, rire, discours, caméras crépitant comme des éclairs. Quelque part dans une autre ville, mes parents dormaient probablement, rêvant de la prochaine couronne, de la prochaine scène, de la prochaine photographie qui n'avait rien à voir avec moi. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela n'avait plus d'importance. Parce que ce soir, le monde avait tourné la tête et, pour une fois, m'avait vu. Un technicien de scène est apparu, souriant. « Mademoiselle Dubois, nous avons besoin de vous pour les photos de presse. » J'ai hoché la tête, essuyant soigneusement sous mes yeux. En le suivant vers la lumière, j'ai aperçu la scène à travers l'ouverture du rideau, la chaise que Madame Lambert avait promise, gravée de mon nom. J'ai senti les mots résonner en moi comme un battement de cœur silencieux. Ta place est ici. Sous l'éclat de 1000 flashs, j'ai soulevé la statuette une fois de plus. Mon sourire n'était pas le sourire poli d'une artiste. C'était quelque chose de plus calme, de plus stable, l'expression d'une femme qui était enfin entrée dans sa propre histoire. Et tandis que les appareils photo cliquetaient, le poids dans mes mains ne semblait plus lourd. Il semblait mérité. Au matin, le monde avait déjà décidé ce que mon discours signifiait. Des extraits ont inondé chaque plateforme, montés, sous-titrés, cités sur une musique de piano lente. Quelqu'un sur Twitter a mis en boucle le moment où j'ai dit « Construisez votre propre table », avec la légende « Elle n'a pas seulement gagné un César, elle a réécrit le scénario ». En 12 heures, le hashtag « Une placée à la table » était en tendance mondiale. Tous les grands médias ont publié un article. La scénariste discrète qui a volé la vedette, de l'ombre à la lumière, la femme qui a parlé pour les invisibles. Mon téléphone est devenu une chose vivante, vibrant, brillant, refusant de se reposer. Des messages de journalistes, d'anciens camarades de classe, de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des emails de sociétés de production, des offres de marques, des podcasts, même des inconnus ont envoyé des paragraphes sur la façon dont cette seule phrase pour les enfants au bout de la table les avait fait pleurer. Mais le message qui m'a glacé n'est pas venu du monde du cinéma, mais de la maison. Maman. Son nom a clignoté sur l'écran encore et encore. D'abord un appel, puis un autre, puis 10. Je les ai laissés sonner, chaque vibration comme un fantôme frappant à une porte que j'avais déjà fermée. Finalement, j'ai décroché. Sa voix était vive, essoufflée. Amélie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Ton père est furieux. Les voisins n'arrêtent pas d'appeler, demandant pourquoi nous n'étions pas là. Tu nous as ridiculisés. J'ai fixé la lumière du soleil qui se déversait par ma fenêtre, la statuette du César toujours posée sur ma table de chevet comme un témoin silencieux. Maman, ai-je dit calmement. Je ne l'ai pas caché. J'ai juste arrêté de m'attendre à ce que vous écoutiez. Elle a expiré, confuse. Écoutez quoi? Tu aurais pu dire quelque chose. J'ai souri tristement. Je le dis depuis toute ma vie. Vous ne m'avez simplement jamais entendu. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Je pouvais entendre le bourdonnement de son réfrigérateur en arrière-plan, le léger bruissement de papier, elle essayant de trouver un scénario, un moyen de contrôler à nouveau l'histoire. Ta sœur est contrariée, a-t-elle dit finalement. Les gens n'arrêtent pas de poser des questions sur toi au lieu d'elle. Ce n'est pas juste pour elle. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu parfaitement calme. Ce n'est pas une compétition, maman, ai-je dit. Ça ne l'a jamais été. C'est toi qui en as fait une. Son souffle s'est coupé. Puis est venu le soupir familier,
celui qu'elle utilisait chaque fois qu'elle ne savait pas comment répondre sans admettre la vérité. On en reparlera plus tard, a-t-elle dit et a raccroché. J'ai posé le téléphone doucement. Pour la première fois, son silence ne m'a pas piqué. Il semblait juste insignifiant. De l'autre côté de la pièce, les informations du matin diffusaient à nouveau l'extrait, celui de la scène, ma voix stable, mes mains tremblant pendant que je parlais. Pour chaque enfant relégué au bout de la table. Le journaliste a souri. C'est la phrase que tout le monde cite aujourd'hui. L'après-midi, elle était partout. Les animateurs de fin de soirée, les talk shows, les articles de fond disséquant ce que cela signifiait pour les femmes, pour les artistes, pour les enfants discrets qui ont grandi invisibles. L'ironie ne m'a pas échappé. Après des années à me sentir invisible, j'étais devenu un miroir pour l'invisibilité de tous les autres. Et d'une manière ou d'une autre, cela suffisait. Ma mentor, Madame Lambert, m'a envoyé un SMS plus tard dans la soirée. Lambert, je t'avais dit que tu trouverais ta place. Lambert, le projecteur a enfin trouvé le bon endroit. Je lui ai envoyé une photo que j'avais prise en coulisses, un cliché pris à la fin de la cérémonie alors que le public sortait. Dans la première section, il y avait une rangée de chaises étiquetées. Réalisateur, acteur, producteur. Et juste là, entre deux noms célèbres, se trouvait une simple carte blanche. Amélie Dubois, nommée. Ma chaise, mon nom, ma place. Je suis resté assise là longtemps après que la foule soit partie, le théâtre presque vide. L'équipe de nettoyage se déplaçait silencieusement autour de moi, balayant les paillettes, pliant les programmes, ramassant les verres de champagne. L'air sentait le parfum, la poussière et la victoire. Je me souviens avoir tracé mon nom sur la pancarte du bout du doigt, sentant la texture du papier, le poids de l'encre. C'était une chose si petite, si ordinaire, un nom imprimé sur du carton, mais c'était tout ce que j'avais toujours voulu. Plus tard, le photographe du studio m'a envoyé les photos officielles des coulisses. Sur l'une d'elles, j'étais assise sur cette chaise, le César sur mes genoux, les yeux à moitié clos, comme si j'expirais enfin après une vie à retenir mon souffle. Cela n'avait pas l'air glamour. Cela avait l'air humain. Cette photo est devenue virale aussi. Les gens l'ont légendée avec des choses comme « la paix lui va si bien » et « elle n'avait pas besoin de la lumière ». Elle l'est devenue. Pendant ce temps, maman continuait d'appeler. Puis papa, puis Léa. Le ton des messages a changé, passant de la colère à la confusion, puis à la culpabilité. Nous ne savions pas que c'était si important. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Nous serions venus. Je n'ai pas répondu. Non par vengeance, mais parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Ils avaient vu la table maintenant, pas la leur, mais la mienne, et avaient réalisé qu'il n'y avait plus de place. Ce soir-là, grand-mère a appelé. Sa voix était cassée de fierté. Je l'ai regardée 3 fois, ma chérie. J'ai vu ton nom sur la chaise. J'ai souri, la tension dans ma poitrine se brisant enfin en chaleur. Tu m'as toujours dit que le bon public m'entendrait un jour. Elle a gloussé doucement. Et ils l'ont fait. Le reste. Eh bien, ils entendront les échos quand tout sera calme. Dehors, Paris brillait sous un voile de lumière dorée et violette. La ville était bruyante, vivante, célébrant quelque chose que je ne pouvais toujours pas entièrement comprendre. J'ai ouvert la porte de mon balcon, la brise du soir transportant le bourdonnement de la circulation et des rires de quelques par loin en dessous. Le César luisait faiblement sur la table à côté de moi. Je l'ai touché une fois de plus, non pas comme un trophée, mais comme la preuve qu'une fille qui s'asseyait autrefois au bout d'une chaise pliante pouvait construire sa propre scène à partir du silence. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une autre vague de notifications, d'inconnus me remerciant, de journalistes citant mes mots. Mais cette fois, je ne l'ai pas pris. Je suis juste resté assise là, les jambes repliées sous moi, respirant la nuit. Pour la première fois, la lumière ne semblait pas me brûler. Elle semblait m'appartenir. Une semaine après les Césars, mes parents ont demandé à me voir. Le message est arrivé, court et prudent. Pas via la conversation familiale, pas via Léa, juste un simple SMS de papa. Dîner chez nous, juste nous. Nous aimerions parler. Je l'ai fixé pendant un long moment. Une partie de moi voulait le supprimer. Une autre partie, la plus silencieuse, a dit que c'était la conversation vers laquelle j'avais marché toute ma vie. Alors, j'ai dit oui, mais à une condition.
J'accueillerai. Ma table, mes règles. Ce dimanche-là, la maison ne ressemblait en rien au chalet scintillant d'Aspen ou au bruit de l'industrie. J'ai dressé la table avec du lin simple, une miche de pain chaud, une marmite de soupe de légumes mijotant doucement sur la cuisinière. Pas de champagne, pas de centre de table, juste des bougies projetant une lumière douce sur le bois. Quand ils sont arrivés, ils semblaient plus petits, d'une certaine manière. Ou peut-être que j'avais enfin grandi dans mon propre espace. Papa a apporté une bouteille de vin qu'il n'a jamais débouchée. Maman serrait son sac à main comme un bouclier. Léa suivait derrière, les cheveux parfaitement bouclés, son sourire de concours s'étant estompé en quelque chose d'incertain. Le dîner est prêt, ai-je dit calmement en désignant la table. Nous nous sommes assis. Le silence s'est étiré, fragile et tendu, comme un verre sur le point de se briser. La soupe fumait doucement entre nous. Finalement, maman s'est éclaircie la gorge. Nous avons revu le discours, a-t-elle commencé. C'était magnifique. Juste inattendu. Inattendu, ai-je demandé, ma voix calme mais égale. Elle a hésité. Tu as toujours été si discrète sur ton travail. Nous ne réalisions pas à quel point tu avais réussi. J'ai croisé les mains sur la table. C'est parce qu'à chaque fois que j'essayais d'en parler, la conversation se transformait en l'événement suivant de Léa. Les yeux de Léa ont baissé. Papa a légèrement froncé les sourcils. Tu sais, nous ne voulions pas t'ignorer, Amélie. Nous pensions juste que la beauté ouvrirait plus de portes. Que l'intelligence, ai-je terminé pour lui. Il n'a pas répondu, mais le silence l'a fait. J'ai pris une profonde inspiration. Stable, délibérée. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre cette logique. Comment vous pouviez voir un enfant comme le projecteur et l'autre comme l'ombre qui le tenait? Savez-vous combien de Noël j'ai passé au bout de la table? Combien d'anniversaires se sont terminés par quelqu'un disant « Souris plus fort, Amélie, ou tu vas gâcher la photo ». Combien de fois j'ai essayé de partager quelque chose et vous m'avez coupé pour parler de la prochaine robe de concours de Léa. Les yeux de maman ont brillé. Nous ne savions pas que ça te faisait autant de mal. Ce n'était pas un seul moment, ai-je dit. C'était la répétition. C'était d'apprendre que l'attention était conditionnelle, que je devais la mériter par le silence, par la patience, par un travail que personne n'applaudirait jamais. La pièce est retombée dans le silence, brisée seulement par le faible crépitement des bougies. Papa a finalement parlé, la voix basse, presque apologétique. Nous pensions honnêtement que nous aidions. Le monde n'est pas tendre avec les femmes. Nous nous sommes dit que si ta sœur avait la beauté, elle pourrait l'utiliser. Si tu avais l'intelligence, tu trouverais ton chemin. Nous ne nous attendions juste pas à ce que ton chemin mène aussi loin. Je l'ai regardé, les rides autour de ses yeux, les mains qui m'avaient autrefois désigné pour la dernière rangée. Vous n'aviez pas tort sur le fait que le monde est injuste, ai-je dit doucement. Mais vous avez contribué à construire les mêmes balances. Je n'ai jamais voulu prendre quoi que ce soit à Léa. Je voulais juste que la mesure soit juste. Je ne me battais pas contre la couronne. Je me battais contre le poids de la couronne utilisée comme seule forme de valeur. Léa a alors levé les yeux, son regard brillant mais stable. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Je pensais que tu ne t'intéressais tout simplement pas à ces choses, à la famille. J'ai souri faiblement. C'est ça le problème, Léa. Je m'y intéressais trop. C'est pour ça que ça faisait si mal. Elle a pris son verre, les mains tremblantes. Je suis désolé. J'ai secoué la tête. Tu n'as pas à t'excuser d'être aimé. Comprends juste ce que ça fait de ne pas l'être. Maman a tamponné ses yeux avec une serviette. Quand nous avons regardé ton discours, je n'arrêtais pas de penser à ce que tu as dit, pour les enfants au bout de la table. Je n'avais pas réalisé que tu parlais de notre table. J'ai rencontré son regard. C'était toujours notre table. Pour la première fois, personne n'a essayé de combler le silence. Nous sommes restés assis là, 3 décennies d'incompréhension flottant entre nous comme de la fumée. Je n'avais pas besoin qu'ils me supplient de leur pardonner. Ce que je voulais, c'était quelque chose de plus simple, la reconnaissance. Alors, je l'ai dit clairement. Je ne demande pas d'excuses ni d'approbation. J'ai juste besoin d'une chose à partir de maintenant. Respectez ma place. Ne parlez pas par-dessus. Ne l'effacez pas. Ne la mesurez pas par rapport à celle de quelqu'un d'autre. Voyez-la, tout simplement.
Papa a hoché lentement la tête, les yeux lourds de quelque chose qui ressemblait presque à du regret. C'est juste. Maman a tendu la main sur la table, hésitant avant de toucher la mienne. Tu as construit quelque chose que nous n'aurions jamais pu imaginer. Je ne sais pas comment rattraper le passé, mais je te vois maintenant. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas cinématographique, mais c'était suffisant. Le dîner s'est poursuivi tranquillement. Nous avons parlé de choses neutres, la soupe, le temps, la vue de mon balcon. Léa a ri doucement une fois en mentionnant comment Internet avait commencé à m'appeler la scénariste qui a guéri le monde. J'ai ri aussi, car le monde avait encore un long chemin à parcourir. Quand ils sont partis, maman m'a serré dans ses bras, brièvement mais sincèrement. Papa m'a serré la main comme il le faisait quand j'étais enfant et que je l'aidais à porter des boîtes du garage. Léa s'est attardée sur le seuil. « Je peux t'envoyer un message ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr », ai-je dit. Quand la porte s'est fermée, la maison est redevenue calme. J'ai regardé les chaises vides autour de la table, celles que nous avions enfin remplies de vérité, pas de performance. Pendant des années, j'avais imaginé cette confrontation comme une bataille, quelque chose d'explosif et de bruyant. Mais en réalité, c'était silencieux, comme une scène qui s'estompe au noir après la dernière réplique. La lumière des bougies vacillait, attrapant les bords des miettes de pain et des bols de soupe. J'ai murmuré pour moi-même, mi-prière, mi-libération. Chaque chaise a sa place maintenant. Puis je me suis rassise sur ma propre chaise et pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression d'attendre que quelqu'un m'offre une place. Elle était déjà mienne. Le lendemain matin, je suis retourné là où tout avait commencé, mon bureau. Le même bureau en bois que j'avais acheté d'occasion des années auparavant, toujours couvert de post-it délavés et de ronds de café. Le César reposait tranquillement sur l'étagère au-dessus, sa surface dorée captant la douce lumière du matin qui se déversait à travers les rideaux. Il ne brillait plus comme un prix. Il luisait comme un rappel, non pas de la victoire, mais d'une voix. J'ai allumé la petite lampe de bureau, la même qui avait autrefois éclairé mes scénarios dans l'appartement exigu des années auparavant, et j'ai ouvert un document vierge. Le curseur clignotait au rythme de ma respiration. Pendant un moment, je l'ai juste regardé, écoutant le bourdonnement de la ville à l'extérieur, le léger craquement de la chaise sous moi. Puis, sans forcer, les mots ont recommencé à couler. L'histoire ne parlait plus de gloire ou de famille. Elle parlait des petits moments invisibles, de la persistance silencieuse de ceux qui continuent de créer même quand personne n'applaudit. Entre deux phrases, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus besoin d'écrire pour eux. Pas pour la validation, pas pour la preuve. J'écrivais pour cette fille de 14 ans qui s'asseyait au bout de la table, attendant que quelqu'un remarque qu'elle était là. J'écrivais pour les innombrables autres encore assis à leur propre extrémité, croyant qu'ils sont invisibles. La statuette sur l'étagère a capté un scintillement de soleil, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que la pièce elle-même respirait avec moi. Ma voix, autrefois petite, maintenant stable, résonnait dans ma tête, faisant écho à ce que j'avais dit cette nuit-là. Pour chaque enfant, relégué au bout de la table. Mais cette fois, je voulais ajouter quelque chose de plus. Un murmure qui avait grandi en moi depuis. On n'a pas besoin d'une couronne pour avoir de la lumière. On a juste besoin d'une histoire qui soit vraie. Parce que la vérité, une fois dite, une fois écrite, brille plus fort que n'importe quel projecteur. Plus tard dans la soirée, je suis sorti sur le balcon. La ville brillait en dessous de moi. Paris au coucher du soleil, tout or, rose et bourdonnement sans fin. Quelque part au loin, je pouvais entendre de faibles applaudissements provenant d'un théâtre en bas de la rue, un spectacle en direct terminant son rappel. Cela m'a fait sourire. Pendant si longtemps, j'avais poursuivi les applaudissements comme de l'oxygène. Maintenant, je comprenais que ce n'était qu'un écho. Le vrai son qui comptait était celui que l'on fait quand on croit enfin en sa propre voix. Je suis rentré, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit une seule ligne sur la première page d'une nouvelle histoire. Chaque table peut être reconstruite. Le reste, je savais, viendrait naturellement, non plus de la douleur, mais de la paix. Et à vous qui écoutez cette histoire, peut-être avez-vous été négligé, comparé ou discrètement écarté. Peut-être avez-vous construit quelque chose de magnifique dans l'ombre, attendant que quelqu'un se retourne enfin pour le voir. N'attendez plus. Racontez votre histoire. Construisez votre propre scène, votre propre table, votre propre lumière. Parce que le monde n'a pas seulement besoin de perfection. Il a besoin de vérité.
Il a besoin de la vôtre. Où que vous soyez, à Lyon, Montréal, Dakar, Bruxelles, si vous avez déjà été laissé en dehors des projecteurs, sachez ceci, vous n'êtes pas seul.